Un homme d'affaires millionnaire se moque de l'humilité de Sadio Mané, pour finalement se retrouver à demander un prêt au footballeur. L'atmosphère de la salle était éblouissante, éclairée par les lustres scintillants qui pendaient au plafond, projetant une lueur brillante sur les coupes de champagne et les élégantes robes de soie des participants. Dans un coin, un orchestre de chambre jouait de douces mélodies classiques, ajoutant une touche de sophistication. La salle bourdonnait des rires et des bavardages de l'élite de la société, qui se mêlaient en petits groupes, échangeant compliments et sourires. C'était l'un de ces événements caritatifs très médiatisés où l'acte de donner consistait presque autant à montrer sa richesse qu'à faire preuve de philanthropie. Au milieu du spectacle du luxe, Ricardo Ayala, un homme d'affaires millionnaire réputé pour ses succès dans le secteur technologique, est entré avec une fanfaronnade qui confinait à l'arrogance. Son costume sur mesure, d'un bleu profond et presque irisé, semblait absorber la lumière autour de lui, renforçant sa présence déjà imposante. Une montre suisse haut de gamme dépassait dessous sa manchette, le genre d'affichage de richesse subtile mais indubitable qu'Ayala aimait tant afficher. Accompagné d'un petit entourage d'assistants et d'amis qui s'accrochaient à chacun de ses mots et à ses rires, Ayala était habitué à être le centre de l'attention, habitué à la déférence de son entourage. Il était, dans son esprit, le soleil autour duquel tous les autres tournaient. Contrairement à l'entrée ostentatoire d'Ayala, Sadio Mané se tenait dans un coin calme de la pièce, engageant une conversation calme avec un petit groupe. Sa tenue vestimentaire, bien que impeccablement confectionnée, était sobre, il portait un costume sombre de coupe classique qui ne portait aucun logo ni étiquette de créateur visible. Dans sa main, il tenait un téléphone portable à l'ancienne, une relique d'une époque où la technologie n'était pas un marqueur immédiat de statut et de richesse. Pour Ayala, la vue du téléphone était presque risible, cela semblait être une antiquité dans un monde qui en était venu à définir le succès par les derniers gadgets et innovations. Amusé, Ayala n'a pas pu résister à l'occasion de faire une remarque. Son sourire était condescendant, son approche délibérée. Il se dirigea vers Mané et le groupe, l'attention de la pièce se déplaçant subtilement à mesure qu'il se rapprochait. Il était certain que sa présence commanderait la conversation, une conviction qui était presque une seconde nature chez lui. « Messieurs » annonça Ayala, sa voix retentissant à travers la pièce désormais silencieuse, attirant facilement l'attention. C'est un honneur rare d'être en présence d'un véritable exemple d'austérité. Le mot « austérité » était chargé de sarcasme, d'une pique pointue qui n'est pas passée inaperçue. Tous les regards se sont tournés vers Mané, qui aimait jusque-là discuter des initiatives éducatives dans les communautés pauvres. Le footballeur est cependant resté calme, imperturbable face à l'insulte voilée. Il offrit un sourire poli, son sang-froid intact. « C'est un plaisir d'être ici, de partager avec vous tous » a répondu Mané, sa voix douce et mesurée, de ton neutre. Ayala, pas encore satisfait de son vaccin, a poursuivi. Son regard se posa sur le téléphone de Mané et, avec une pause théâtrale, il haussa un sourcil. « Je dois admettre, a-t-il déclaré, la voix dégoulinante de moquerie, je trouve fascinant la façon dont certaines personnes choisissent leurs accessoires. Tout le monde ne semble pas apprécier l'importance de rester à jour. » Ses paroles étaient condescendantes, comme s'il éduquait un enfant sur les subtilités de la vie moderne. Peut-être, a-t-il ajouté avec un sourire narquois, l'élégance signifie quelque chose de différent pour chacun de nous, selon les cercles dans lesquels nous courons. Un silence gênant s'ensuivit. Certains invités échangèrent des regards inconfortables, tandis que d'autres évitèrent complètement le contact visuel, sentant la tension. Ayala, visiblement content de lui, se réjouissait du malaise qu'il avait provoqué, savourant l'instant comme une petite victoire. Mais Mané, toujours image de grâce, n'a pas mordu à l'hameçon. Son sourire restait chaleureux, son attitude insensible aux remarques sarcastiques. Son manque de réaction était un défi silencieux qui commençait à irriter Ayala, même s'il gardait son mécontentement caché derrière un masque de détachement froid. Pour Ayala, c'était comme si ses paroles rebondissaient simplement sur un mur d'indifférence. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'événement est passé à sa phase plus formelle. Des projecteurs ont éclairé un grand écran, présentant des images de divers projets humanitaires soutenus par l'organisation. Il y a eu des histoires réconfortantes d'initiatives visant à fournir de l'eau potable, à nourrir les enfants malnutris et à construire des écoles dans les zones défavorisées. Les intervenants ont décrit ces efforts avec une ferveur émotionnelle, dans l'espoir d'inspirer la générosité du public aisé. Ayala, assise à une table bien en vue avec d'autres riches donateurs, a regardé la présentation avec un air dédaigneux. Pour lui, chaque image d'enfant joyeux dans des écoles nouvellement construites ressemblait plus à une tentative calculée de faire appel à sa culpabilité qu'à une véritable démonstration de besoin.
Son intérêt diminua, remplacé par une impatience grandissante. Il ne pouvait s'empêcher de lever les yeux au ciel face à la sentimentalité de tout cela, ayant l'impression qu'il s'agissait d'une simple performance conçue pour manipuler des gens comme lui pour qu'ils donnent plus d'argent. À l'opposé, Sadio Mané, assis un peu plus loin, prêtait une attention particulière à chaque détail. Son regard était concentré, son langage corporel absorbé par les informations partagées. Il a hoché la tête d'un air pensif pendant que les présentateurs parlaient, et lorsque cela était approprié, il a posé des questions perspicaces qui montraient une profonde compréhension des défis auxquels ses projets étaient confrontés. Il s'enquiert de la durabilité des initiatives, demande comment les communautés locales sont impliquées et quelles mesures sont prises pour garantir que ces programmes continueront à prospérer à long terme. Son intérêt était sincère, sa curiosité palpable. Ce sérieux dans l'approche de Mané a commencé à irriter les nerfs d'Ayala. Il trouvait ennuyeux que quelqu'un comme le footballeur, qu'il considérait comme un étranger dans le monde de la philanthropie de haut niveau, puisse oser montrer une telle inquiétude sincère. Pour Ayala, le domaine des dons caritatifs était réservé à des gens comme lui, ceux qui détenaient le pouvoir économique, qui prenaient les grandes décisions et qui respectaient les règles tacites de la société d'élite. Pour quelqu'un comme Mané, sportif à ses yeux, faire preuve d'une telle compréhension et d'un tel engagement était un affront. Et lorsque Mané a posé des questions, lors d'une présentation sur un projet de construction d'école, sur les matériaux utilisés et comment la conception a été adaptée au climat local, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Ayala. Il ne pouvait plus considérer l'implication du footballeur comme étant simplement naïve, il semblait que Mané empiétait sur un territoire qu'il croyait être le sien. Le présentateur, visiblement surpris par la précision et la réflexion de la question, a répondu par une réponse complète et bien informée, soulignant l'importance de la durabilité et la nécessité de s'adapter aux différentes conditions environnementales. Ayala, incapable de retenir plus longtemps son irritation, l'interrompit avec une remarque mordante et sarcastique. « Je vois que nous avons un expert en architecture dans la pièce, dit-il, son sourire débordant de moquerie. Peut-être devrions-nous commencer à construire des terrains de football plutôt que des écoles. Cela pourrait être un peu plus divertissant. » Le mot « divertissant » a été prononcé sur un ton aigu et condescendant, clairement destiné à minimiser l'importance du sujet traité. Quelques membres du groupe très uni de partisans d'Ayala ont ri ouvertement à l'empannage, mais la réaction du reste de la salle a été loin d'être favorable. La tension dans l'air était palpable, alors que les murmures de désapprobation se répandaient rapidement. Les yeux échangèrent des regards obliques, remplis d'inconfort et de reproches silencieux. Il était évident que le comportement d'Ayala repoussait les limites d'une conduite acceptable, même dans une société connue pour tolérer une bonne dose d'excentricité. Au milieu de la tension croissante, une brève vidéo promotionnelle de l'événement a été diffusée, présentant un récent voyage effectué par le footballeur Sadio Mané dans une région reculée. Dans cette vidéo, Mané a été vu supervisant personnellement la construction d'une école et d'un hôpital, s'engageant activement avec les travailleurs locaux et collaborant avec des ingénieurs sur le projet. Vêtu de vêtements humbles et poussiéreux et loin du glamour du gala, l'expression de Mané rayonnait d'un sentiment d'épanouissement et de dévouement à sa mission. La sincérité de ses actions contrastait fortement avec la condescendance des remarques d'Ayala. Pourtant, ce segment vidéo, qui aurait pu adoucir l'atmosphère et influencer l'opinion publique en faveur de Mané, a été presque éclipsé par le malaise croissant créé par le comportement perturbateur d'Ayala. Le maître de cérémonie, professionnel aguerri et habitué à gérer toutes sortes de personnalités, a eu du mal à reprendre le contrôle du ton de l'événement. Malgré ses efforts pour maintenir une ambiance légère et festive, la tension sous-jacente créée par les interruptions persistantes d'Ayala rendait de plus en plus difficile le maintien de l'esprit de fête de la soirée. Alors que la vente aux enchères caritatives, la pièce maîtresse des efforts de collecte de fonds de la soirée était sur le point de commencer, un air d'attente a rempli la salle. Mais avant même que le commissaire-priseur ait pu ouvrir la bouche, Ricardo Ayala, avec l'air arrogant de quelqu'un qui a bu un verre de trop, s'est levé. Coupe de champagne à la main et arborant un sourire narquois, presque malicieux, Ayala a fait un grand geste théâtral, exigeant l'attention de la foule. « Attends une minute, cria-t-il d'une voix teintée d'irritation. Avant de commencer à donner tous nos modestes biens, j'aimerais prendre un moment pour rendre hommage à quelqu'un. L'orchestre, qui s'apprêtait à accompagner la vente aux enchères, tomba dans un silence gênant. Tous les regards se tournèrent vers Ayala alors qu'il chancelait légèrement mais se dirigeait vers la scène. Le maître de cérémonie, gardant un sourire tendu, tenta de l'arrêter, mais Ayala le repoussa d'un geste dédaigneux de la main. Ce soir, résonnait la voix d'Ayala dans les microphones, je veux rendre hommage à un homme qui incarne la vraie modestie. Le mot « modestie »
a été prononcé avec une couche de sarcasme indubitable, son tranchant venimeux traversant la pièce. D'un geste pointu, il dirigea son verre vers Sadio Mané, qui restait assis à sa table, l'expression inchangée, même s'il y avait une légère lueur de tristesse dans ses yeux. Sadio, a poursuivi Ayala, feignant la camaraderie en appelant Mané sur scène, « S'il te plaît, viens ici. Ne sois pas timide. » Une vague de malaise a envahi le public. Certains essayaient de rire nerveusement, d'autres restaient immobiles, attendant la réponse de Mané. L'un des organisateurs de l'événement, visiblement alarmé, est intervenu pour tenter d'éloigner Ayala du micro, mais l'homme d'affaires l'a écarté avec mépris. Après une brève pause, Mané se leva, ses mouvements lents et délibérés, et se dirigea vers la scène. Son visage ne trahissait ni colère ni amertume, mais une déception profonde et silencieuse était visible dans ses yeux. « Sadio, Sadio, Sadio » bredouilla Ayala, la voix instable alors qu'il se moquait de la personnalité du footballeur. Un homme qui nous enseigne véritablement à tous la valeur de la simplicité. Ayala a ensuite ramassé le vieux et humble téléphone de Mané sur la table et l'a levé à la vue de tous. Nous avons ici un exemple montrant qu'il n'est pas nécessaire de se montrer pour être heureux, a-t-il ricané, comme s'il lançait un coup pointu. Le public, abasourdi par la cruauté de ses paroles, resta assis dans un silence stupéfait, personne n'osant l'interrompre ou intervenir. Et regardez ses vêtements, a poursuivi Ayala, son ton débordant de dédain alors qu'il montrait le costume parfaitement ajusté mais sans prétention de Mané. Un exemple du minimalisme à son meilleur. À cela, les remarques d'Ayala sont devenues encore plus cruelles à mesure qu'il tournait son attention vers les efforts caritatifs de Mané. Et bien sûr, a-t-il déclaré, son sourire s'élargissant, nous sommes tous très émus par ces généreuses contributions. Il s'arrêta pour un effet dramatique, laissant ses mots flotter dans l'air. Mais, ajouta-t-il, avec une tournure venimeuse dans la voix, peut-être que cette humilité n'est qu'une façon de compenser le fait de ne pas avoir grand-chose à offrir. Le silence qui suivit fut si épais qu'il pouvait presque être ressenti physiquement, comme si la pièce elle-même reculait d'horreur. Même ceux qui s'amusaient auparavant des pitreries d'Ayala le regardaient maintenant avec un mélange d'incrédulité et de honte. Mané, pour sa part, souriait simplement un sourire triste et poignant qui en disait plus que n'importe quel mot. Son hochement de tête était doux, une reconnaissance silencieuse de l'absurdité de la situation, mais c'était aussi un signe de la force intérieure qui lui permettait de supporter ce moment avec grâce. Alors que l'atmosphère devenait plus lourde, la tension palpable dans tous les coins de la salle, le maître de cérémonie, habituellement l'incarnation de la chaleur et de la jovialité, se tenait désormais avec une expression solennelle, le visage un masque de reproche. Sa voix, typiquement pleine de charme léger, avait désormais un poids sombre alors qu'il se tournait vers le public, essayant de restaurer un semblant d'ordre et de dignité à l'événement. « Mesdames et messieurs » commença-t-il d'une voix ferme mais avec un poids indéniable, alors qu'il s'arrêtait pour permettre à la gravité de ses paroles de s'installer, je crois que le moment est venu de partager avec vous une vidéo que nous avions initialement prévu de dévoiler plus tard dans la soirée. Cependant, compte tenu des circonstances actuelles, il semble plus approprié de la présenter maintenant. Il fit signe à l'équipe technique et, avec un signal subtil, les lumières de la pièce s'atténuèrent encore davantage. Le grand écran, qui affichait auparavant les images des différents projets soutenus, s'éclaire désormais d'un nouveau visuel. Pendant un bref instant, le logo d'une fondation est apparu, un logo peu familier à beaucoup de personnes présentes dans la salle. En dessous, en lettres simples mais élégantes, on lit le nom « Fondation Sadio Mané ». La première image était une vue aérienne d'un vaste complexe éducatif moderne, avec ses bâtiments au design soigné, entourés de cours où se déplaçaient des enfants, tous en uniformes assortis. La voix calme d'un narrateur professionnel a commencé à décrire l'œuvre, un réseau d'écoles offrant une éducation gratuite et de haute qualité à des milliers d'enfants vivant dans l'extrême pauvreté. Au fur et à mesure que les images changeaient, l'intérieur d'un hôpital ultramoderne est apparu, ses surfaces brillantes et son équipement médical de pointe contrastant fortement avec les conditions difficiles à l'extérieur. Le narrateur a expliqué qu'il ne s'agissait que d'un des nombreux hôpitaux et cliniques créés et financés par la Fondation Mané, fournissant des soins médicaux essentiels à des communautés entières qui autrement n'auraient pas eu accès à de tels services. Les scènes ont rapidement changé pour présenter des initiatives de développement communautaire, des systèmes d'irrigation qui ont transformé des terres arides en champs prospères, des programmes de microcrédit qui ont permis aux femmes de créer leur propre entreprise et des efforts de formation professionnelle qui ont permis aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi intéressant. L'ampleur et l'impact de ces projets étaient tout simplement extraordinaires. Alors que la vidéo se poursuivait, la caméra s'est arrêtée sur les visages des personnes directement touchées, des enfants souriants,
des mères reconnaissantes et des personnes âgées dont les yeux brillaient d'espoir. Leur silence était puissant, offrant un témoignage poignant et émouvant du travail qui a changé la vie de la Fondation Manet. L'ambiance dans la pièce avait complètement changé. Ce qui avait commencé comme un silence gênant et tendu flottait maintenant dans l'air comme un calme profond et réfléchi, rempli de crainte et d'admiration. Les yeux qui s'étaient autrefois détournés des débats étaient désormais fixés sur l'écran, attirés par la puissance écrasante de ce dont ils étaient témoins. Ricardo Ayala, assis à la table d'honneur, était devenu pâle. Le sourire confiant, voire suffisant, qui ornait son visage avait disparu, remplacé par un air d'incrédulité et d'étonnement total. Sa main autrefois ferme, qui avait si fièrement serré une coupe de champagne, tremblait maintenant légèrement. Alors que la vidéo atteignait sa conclusion, le narrateur a livré une révélation finale à couper le souffle. La Fondation Sadio Mané n'a pas seulement été l'un des principaux bienfaiteurs de la soirée, elle a été le moteur de la création même de l'événement. C'est la vision de Mané, son engagement indéfectible envers la philanthropie, qui a rendu cette soirée possible. Un représentant de la Fondation est ensuite monté sur scène. Vêtu d'un costume modeste et respirant une dignité tranquille, il a offert une expression de remerciement mesurée mais profondément sincère. Il n'était pas nécessaire de mentionner les tensions passées ou les premiers moments d'inconfort. La vérité, dans ce cas, était bien plus éloquente que n'importe quel mot ne pourrait jamais l'être. La vidéo mettait même en scène Sadio Mané lui-même, filmé lors d'un récent voyage alors qu'il supervisait personnellement la construction d'une nouvelle école et d'un hôpital. Les images le montraient travaillant aux côtés des ouvriers locaux, examinant les plans architecturaux avec des ingénieurs et se plongeant dans chaque détail des projets, son engagement envers ces initiatives étant évident dans chaque image. 2 mois plus tard, la scène avait radicalement changé. Dans le bureau autrefois animé de Ricardo Ayala, autrefois lieu d'activité constante, de pouvoir et de prestige, régnait désormais un silence oppressant. Les meubles design, les œuvres d'art sur les murs et tous les objets méticuleusement placés qui parlaient autrefois de succès ressemblaient désormais à des symboles creux d'un empire perdu. Ricardo était assis derrière son énorme bureau, les yeux fixés sur les documents étalés devant lui, documents qui scellaient son sort. De mauvais investissements, des décisions imprudentes nées de l'arrogance et d'un excès de confiance, avaient effondré son empire financier. Les créanciers le poursuivaient sans relâche, ses anciens alliés avaient disparu et sa réputation autrefois intacte était désormais ternie et évoquée avec dédain dans le monde des affaires. Il avait désespérément cherché à sauver sa fortune restante, en faisant du porte-à-porte auprès des banques, des sociétés d'investissement et des investisseurs privés. Mais toutes les portes lui avaient été fermées au nez, chaque rejet alimenté par les souvenirs de son arrogance, de son manque d'éthique et de son mépris pour ceux qu'il considérait autrefois comme indignes de lui. Son dernier espoir, sa dernière chance, résidait dans une petite société d'investissement relativement inconnue, spécialisée dans la restructuration complexe d'entreprises. Il hésita, sa fierté aux prises avec le désespoir de sa situation, mais finalement, il organisa un rendez-vous. L'idée de devoir demander de l'aide était profondément humiliante, mais la peur de tout perdre était encore plus grande. Le jour de la réunion, Ricardo s'est retrouvé devant un bâtiment élégant et moderne, si différent des imposants bureaux de luxe auxquels il était habitué. La réceptionniste, polie mais distante, lui a demandé d'attendre. Les minutes semblaient s'allonger à l'infini alors qu'il répétait mentalement son discours, luttant pour trouver le juste équilibre entre humilité et détermination. Enfin, il fut escorté jusqu'à une salle de conférence, où un groupe de 3 personnes était assis derrière une table simple et sobre. Parmi eux se trouvait un visage familier, le représentant de la Fondation Manet, celui-là même qui avait prononcé un discours si émouvant lors du gala de charité. Mais c'est le chiffre à l'autre bout de la table qui a fait battre le cœur de Ricardo. Là, assis avec le même calme dont il se souvenait de l'événement, n'était autre que Sadio Mané lui-même. Une vague d'émotions, choc, honte et incrédulité ont envahi l'esprit de Ricardo. Il voulait disparaître, s'échapper de cette pièce, mais il ne pouvait désormais plus se cacher. D'une voix tremblante, il a commencé à exposer son cas, en racontant la série d'erreurs qui avaient conduit à sa chute et en décrivant les étapes qu'il espérait pouvoir restaurer la solvabilité de son entreprise. Mané écoutait attentivement, sans jamais interrompre, l'expression sereine et réfléchie. Son regard n'était ni critique ni condescendant, mais plutôt analytique et, d'une certaine manière, compatissant. Lorsque Ricardo a terminé, le footballeur a posé une série de questions pointues, démontrant une profonde compréhension du monde des affaires. Après une brève consultation avec ses collègues, Mané reporte son attention sur Ricardo. « Monsieur Ayala, dit-il d'une voix calme mais ferme, nous avons examiné votre proposition. Avec quelques ajustements, nous pensons que votre entreprise peut être sauvée.
Ricardo expira, une brève lueur de soulagement l'envahissant. Mais Mané n'avait pas fini. Cependant, a-t-il poursuivi, notre investissement sera subordonné à certaines conditions. Il a exposé ces conditions en termes clairs, une restructuration complète de l'entreprise, l'établissement d'un code d'éthique strict, l'implication active de Ricardo dans des projets de responsabilité sociale soutenus par la Fondation et, surtout, un changement fondamental dans son style de leadership. À l'avenir, la transparence, la collaboration et le respect de chacun, des employés aux partenaires, seraient primordiaux. Ricardo n'avait d'autre choix que d'accepter. L'alternative était impensable. Alors qu'il quittait la réunion, un étrange mélange de soulagement et d'humiliation l'envahit. Mais au-dessous de cela, il y avait autre chose, de l'espoir. Peut-être que cette disgrâce, cette douloureuse leçon, était le prix qu'il a dû payer pour trouver une nouvelle voie à suivre, une voie plus authentique et plus compatissante. Et ainsi, il a commencé à apporter des changements immédiatement et avec détermination, cette fois guidé non par l'arrogance, mais par l'humilité. L'avenir de son entreprise et sa rédemption personnelle étaient désormais inexorablement liés aux personnes mêmes qu'il méprisait autrefois. Que auriez-vous fait à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a interpellé, montrez votre soutien en liker et abonnez-vous pour des histoires plus convaincantes. Jusqu'à la prochaine fois.